Et vous, le bel homme au téléphone, où est votre masque? Camarade à vélo, mettez un masque. Vous ne devriez pas sortir sans masque. Visage masqué, ville fantôme en quarantaine, un pays coupé du monde pour endiguer l'épidémie de coronavirus. La démonstration est magistrale et l'opération communication de grande ampleur pour un pays, la Chine, qui fait face à un scandale sanitaire de plus. Traumatisés par des scandales alimentaires à répétition, les Chinois préfèrent acheter des denrées qui viennent de l'étranger. Un coup dur pour le président chinois Xi Jinping qui rêvait d'autosuffisance alimentaire. Le bol de riz doit être maintenu fermement dans les mains des Chinois et doit être rempli avec de la nourriture chinoise. Quelles conséquences aura cette épidémie sur l'économie chinoise, mais aussi sur l'économie mondiale? Que cherche vraiment l'empire du milieu en investissant en Afrique, mais aussi en Europe? La Chine cherche d'abord à servir ses intérêts. La Chine préfère manipuler l'Europe de l'intérieur. Il ne faut, je pense, pas les craindre, mais il ne faut pas non plus être naïf. Contrôle social, répression des minorités, le régime se sent-il menacé? Si on suit le discours chinois, pour stabiliser la région, il faut éduquer, neutraliser une certaine partie de la population. Pourquoi vous appelez cela un contrôle ? Jusqu'où ira la Chine? Question posée ce mois-ci dans Objectif Monde à travers les reportages des télévisions partenaires, avec les reporters qui les ont réalisés et avec notre invité, le géopolitologue Pascal Boniface. Bienvenue pour un nouveau numéro d'Objectif Monde. Depuis quelques semaines, la Chine fait la une de l'actualité en raison de l'épidémie de coronavirus. Pourtant, ces dernières années, c'est son économie, sa croissance fulgurante et ses investissements partout dans le monde qui faisaient parler d'elle. Des entreprises chinoises boulimiques qui avaient tant multiplié les achats en Europe que l'Union européenne a pris peur et durcit ses règles en matière d'investissement étranger. Alors aujourd'hui, qu'en est-il dans un pays comme la Belgique? Élément de réponse en images avec ce reportage de Questions à la Une sur la RTBF, signé Daniel Welter. À Anvers, ce jour-là, le port reçoit le deuxième plus gros porte-conteneurs au monde. 400 mètres de long, 60 de large, une capacité de 21 000 conteneurs. En quelques heures à peine, loin des caméras, il déchargera des tonnes de marchandises, des meubles, des produits chimiques, des textiles. Et il repartira aussitôt avec des voitures, de la bière et du bois. Avec un trafic annuel de 14 millions de tonnes de fret, la Chine est le 4e partenaire du port. Mais ce n'est pas tout. 2 mois plus tôt, Anvers accueillait le premier train en direct de Chine. 16 jours pour faire 11 000 km à la place de 40 en bateau. Parti de Tangshan, près de Pékin, le convoi a traversé le Kazakhstan, la Russie, la Biélorussie, la Pologne et l'Allemagne pour rejoindre Anvers. Ce que les Chinois appellent la nouvelle route de la soie. Une liaison ferroviaire qui doit renforcer le commerce entre l'Europe et l'Asie. La Belgique est fière d'en faire partie. Facile de traiter avec les Chinois? En apparence, oui. Mais dans la réalité, ce n'est pas si simple. Début juillet, Jack Ma, le patron d'Alibaba, l'un des hommes les plus riches de Chine, est reçu chez le Premier ministre. Tapis rouge, toute la presse est là. Alibaba, c'est l'Amazon chinois, une entreprise d'e-commerce qui pèse près de 13 milliards de dollars et qui voudrait faire de Liège son nouveau centre logistique, au même titre que Moscou, Dubaï, Kuala Lumpur et Hangzhou. Vous pouvez nous parler de votre investissement en Belgique? Oui, nous avons un gros investissement pour la Belgique. Le géant chinois veut se rapprocher de son marché européen, inespéré pour la Wallonie. Jusqu'à présent, les entreprises de l'e-commerce comme Amazon et Zalando avaient boudé la région. La rencontre semble détendue. En fait, elle tournera court. En retour de son investissement, Jack Ma attend que l'État belge soutienne juridiquement le développement de l'e-commerce en Europe. Mais un gouvernement ne peut pas s'engager avec une entreprise privée. La signature est donc reportée. La veille, le milliardaire a pourtant signé un contrat avec le groupe Bolloré à Paris, où il avait apparemment obtenu des garanties. Le lendemain, il ira à Berlin. Mais pourquoi s'arrache-t-on partout Alibaba? Alibaba,
c'est avant tout des plateformes de vente en ligne, mais avec des centaines de millions d'acheteurs. Ici, sur Tmall, on en compte plus d'1 demi-milliard. Parmi les vendeurs, un célèbre chocolatier belge. Gauthier, pour Tmall, oui. C'est la première Saint-Valentin en Chine. Quand on sait que des Saint-Valentin en Chine, il y en a 3 par an, le marché s'annonce prometteur et donc difficile de résister. Le business est, au niveau online, au niveau Internet, ils ne payent plus qu'avec leur téléphone. Enfin, c'est complètement en avance par rapport à nous. Le pourcentage d'utilisation de toutes les capacités technologiques est 10 fois plus grande que ce que nous connaissons ici en Belgique. C'est ce qui vous a séduit aussi Séduit, je ne sais pas, c'est une nouvelle manière de fonctionner. Et ça, si on le fait bien dans des marchés comme cela, probablement ça nous donnera une avance aussi pour nous préparer pour demain ici en Europe. Mais le marché est aussi complexe et coûteux. Léonidas a dépensé des centaines de milliers d'euros avant de commencer. Le marché chinois, c'est 1,5 milliard de consommateurs potentiels. On ne peut pas faire simplement une traduction juste de ce que nous faisons en Belgique. Nous devons développer des images particulières pour la Chine. Nous devons tout traduire, évidemment. Nous avons des législations chinoises extrêmement compliquées. Peu importe, finalement, impossible de passer à côté de cette manne chinoise. Dans le Namurois, c'est le partenaire chinois qui s'est occupé de tout lorsqu'il a proposé à la société pharmaceutique Tilman de vendre son thé amincissant sur Alibaba. La Chine a pris en charge le marketing. Et elle ne fait pas dans la nuance. Voyez plutôt la vidéo. La traduction semble superflue. Sur Internet, volontairement, la gamme amincissante propose un look européen, même ardennais. Pour insister aussi sur le côté belge, européen, sécurité, hygiène. Donc c'est très sécurisant pour eux. La sécurité est ardennaise, mais le thé, lui, au départ, il est chinois. Le patron n'en fait d'ailleurs pas un mystère. Alors le thé vert que nous utilisons dans Elimine, c'est un paradoxe, effectivement, est un thé vert d'origine chinoise. Les Chinois se méfient des produits locaux. Par contre, il faut une grande confiance aux produits européens. Ici, c'est un produit européen. Le fait qu'il y ait une matière première, l'un des composants qui viennent de Chine, n'y change rien. Et en fait, ils n'en savent rien. Et ce n'est pas lui qui s'en plaindra. Internet facilite l'accès au marché chinois des produits pharmaceutiques car il nécessite moins d'autorisation. Mais apparemment, pas de quoi faire fortune. Effectivement, Alibaba propose un accès très large à tous les consommateurs chinois. Ça paraît énorme. C'est un marché potentiel. Encore faut-il le saisir. C'est pas parce qu'on est présent sur Internet qu'on vend. Internet, c'est un magasin. Et souvent, les internautes savent ce qu'ils veulent. Ils vont chercher le produit qu'ils cherchent, qu'ils souhaitent sur Internet. Mais c'est pas le succès garanti. Alibaba, pour nous, ça n'est pas l'Eldorado. À Liège, des entreprises n'ont pas attendu Alibaba pour commercer avec la Chine. Chez ECDC, entreprise de logistique, d'import-export et de dédouanement, cela fait déjà 4 ans. Ici, pas de robot, mais la moitié du personnel est chinois. C'est quasi obligé pour les formalités en mandarin. Parfois, c'est la taille n'est pas la bonne, c'est la couleur n'aime pas, et le retourner chez nous. Après le contrôle des réalités, on va remettre un autre score. Si quelqu'un besoin encore l'acheter, donc on va expédier. Dès la mi-septembre, la société traitera des colis d'Alibaba. On parle de 380 000 paquets par jour. Les Chinois fourniront les machines, mais les emplois, eux, seront locaux. Et ils en promettent 300. Enfin, si les affaires marchent, car une fois encore, c'est sans garantie. De quoi se méfier? Liège a déjà connu des déboires. Souvenez-vous, entre 2015 et 2016, l'aéroport était devenu le petit Pékin dans sa zone free tax. 130 000 touristes chinois y ont transité en quelques mois. Du jamais vu. Mais depuis que le tour opérateur chinois a changé d'aéroport, c'est le désert. En fait, tout dépend des avions. Le touriste chinois reste surtout adepte des capitales et des grandes villes. Bref, la Wallonie, ils ne connaissent pas. Pourtant, ils auraient pu. À l'abbaye d'Aulne, dans le Hainaut, il y a quelques mois, leur George Clooney local est venu tourner un épisode de la très populaire série chinoise Mr. Right. Vous aurez sans doute reconnu la version flamande de Frère Jacques. L'épisode belge a été produit par une société flamande et vu par 300 millions de Chinois. Alors à l'abbaye, on a très vite espéré des retombées.
On a eu beaucoup de contacts, beaucoup de blogueurs de Belgique ou de Chine même qui nous contactent en étant vraiment épatés que Mr. Wright, cet acteur fétiche des Chinois, soit venu sur toi. Et donc là, évidemment, il faut le temps que tout se mette en place et que les Chinois arrivent chez nous. Du temps et de la patience, il en faudra. Car pour l'instant, pas de Chinois à l'horizon. Pendant ce temps, les Chinois continuent d'investir, encore et encore. Il ne faut, je pense, pas les craindre, mais il ne faut pas non plus être naïf. Et je dirais absolument, comme dans toutes les relations commerciales, il s'agit d'une relation qui doit nécessairement être une relation de win-win. Bref, la Wallonie ne peut pas rater le coche, mais elle doit être vigilante. Nous avons effectivement des relations avec la sûreté de l'État qui nous met en garde ou qui peut donner à certains moments quasiment un veto sur l'accueil de certaines sociétés. La sûreté de l'État, voilà qui nous fait tout de même tiquer. En fait, ce n'est pas la première fois qu'il en est question lorsque l'on parle d'investisseurs chinois. Il y a 2 ans, la sûreté de l'État a mis son veto lorsque State Grid, le géant chinois de l'électricité, a voulu racheter 15% du gestionnaire de réseau d'électricité flamand, E.ON10. Pour la sûreté de l'État, l'entreprise était sous le contrôle du Parti communiste. Il y avait un risque d'espionnage et la technologie pouvait se retrouver dans les mains de l'armée chinoise. Bref, la sécurité nationale était menacée, ça ne s'est pas fait. Ce que comprend tout à fait le professeur Damien Ernst. On lui a donné rendez-vous sur les hauteurs de Huy, devant le poste de haute tension, l'un des nœuds critiques du système électrique belge. Le danger n'est pas d'avoir un jour des Chinois qui débarquent dans le poste de haute tension et qui tirent dessus ou bien qui le mettent hors circuit avec des haches. Des Chinois et des haches, l'image est volontairement forte, car le professeur veut mettre en garde. L'électricité, c'est le nerf de la guerre d'une économie. À partir du moment où vous avez une compagnie étrangère qui commence à prendre le contrôle en fait, du secteur électrique, elle prend le contrôle de vos pays. Tant qu'il n'y aura pas de tension entre les 2 pays, tout ira bien. Mais dans le cas contraire, cela pourrait vite dégénérer. Mais qui est donc State Grid? C'est l'un des plus grands gestionnaires de réseaux d'électricité au monde. 1,5 million d'employés, plus d'1 milliard de clients, un chiffre d'affaires de 363 milliards de dollars. D'ici 2 ans, il prévoit d'investir 50 milliards à l'étranger. Et comme de fait, State Grid est partout. Manque de réciprocité avec la Chine, ou risque pour la sécurité nationale, cette chercheuse a travaillé des mois sur le sujet et elle a bien observé la stratégie du géant chinois State Grid. Pour la chercheuse, il serait grand temps que la Belgique établisse des règles, définisse les secteurs dits stratégiques. Mais ce n'est pas gagné. On ne peut pas être naïf. Je pense que pour la Belgique, pour la Flandre, pour la Wallonie, notre ouverture est un atout. Et on doit respecter cette ouverture, mais on ne peut pas être naïf, non. Et actuellement, on l'est? Oui, je pense qu'on a vraiment besoin d'une politique, oui. Une politique commune à la Belgique et à l'Union européenne. Actuellement, 12 pays de l'Union ont adopté 12 règles différentes. Retour sur le plateau d'Objectif Monde. Daniel Werter, vous êtes journaliste à la RTBF. Merci d'être avec nous. Et merci à vous également, Pascal Boniface, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes géopolitologue, également fondateur, directeur de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Merci à vous. Première question, si ça ne vous dérange pas, Daniel Werter. Daniel Werter, pourquoi est-ce que les Chinois aiment autant l'Europe et investissent autant en Europe? Parce qu'il y a tout simplement énormément d'opportunités. Et en plus, ils arrivent à nous convaincre que c'est dans leur intérêt, évidemment, mais c'est dans notre intérêt aussi. Hein. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de produits qu'ils aiment envoyer en Europe, mais en même temps, c'est très chic, et c'est très bien vu de posséder aussi des produits qui viennent d'Europe. Et donc, voilà, ils nous disent, on vient investir chez vous, mais c'est tout bénéfice pour vous également. Pascal Boniface, comment on peut expliquer l'intérêt des entreprises chinoises pour l'Europe ?
Parce qu'elle s'intéresse à tout le monde, dont l'Europe. Elle s'intéresse aussi à l'Afrique, à l'Amérique latine, aussi aux États-Unis, même si c'est plus compliqué. Et en fait, effectivement, il y a un marché européen qui est extrêmement attractif, avec des millions, des centaines de millions de consommateurs à haut pouvoir d'achat. Il y a aussi des produits que les Chinois aiment. Et puis, l'Europe, par rapport aux autres continents, il y a un côté un peu prestige. Les touristes chinois vont plus facilement en Europe qu'en d'autres continents. Donc, il y a aussi une attractivité à la fois culturelle, un petit peu historique. Et en même temps, eh bien, effectivement, ce sont des partenaires économiques. C'est un vaste marché et un endroit où aussi on peut investir pour l'instant moins cher qu'aux États-Unis et de façon plus efficiente que dans d'autres continents. Alors, votre sujet, vous l'avez tourné en août 2018. On voyait que Jack Ma, à l'époque, le fondateur d'Alibaba, célèbre site internet de vente en ligne, concurrent d'Amazon, avait rencontré la bagatelle de 40 chefs d'entreprise en quelques jours pour investir en Belgique. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que la porte lui a été ouverte ou pas? Oui, la porte a été ouverte, le tapis rouge a été déroulé. Maintenant, il faut que ça se fasse. Et là, au départ, les Wallons étaient tout contents d'accueillir les Chinois. Bon, maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. Et j'ai posé la question il y a quelques jours et on m'a dit on est toujours au permis de bâtir, finalement. Donc, beaucoup de promesses, quelques signatures. Mais avant de voir les emplois arriver en Wallonie, il faudra encore attendre 1 an ou 2. On dit souvent les Chinois. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme une globalisation qui peut parfois d'ailleurs confiner au racisme? C'est quoi? C'est les entreprises chinoises? C'est le Parti communiste? C'est le pouvoir chinois qui investit? C'est un mélange à la fois les collectivités locales qui sont très actives sur le plan économique pour permettre aux opérateurs de s'installer dans des bonnes conditions. Bien sûr, le contrôle central du Parti communiste et du pouvoir politique qui contrôle tout cela, mais en même temps, en laissant, c'est vraiment un exemple assez unique d'un contrôle politique très ferme, très fermé même, tout en laissant la main libre aux opérateurs économiques. Donc les opérateurs économiques, tant qu'ils ne veulent pas s'aventurer sur le terrain politique, ont la main libre, ils peuvent investir, ils peuvent créer rapidement des entreprises, et il est beaucoup plus facile de créer une entreprise en Chine que dans d'autres pays. Et donc c'est vraiment un partage du travail, ou plutôt une coopération entre un pouvoir politique autoritaire, mais très laissé-aller sur le plan économique, et puis surtout une masse de gens qui sont très entreprenants, qui sont très actifs, qui veulent sortir de l'État parce qu'ils voient dans quel État était leur pays ou même leurs parents et leurs grands-parents. Il y a 20 ans, c'était un pays pauvre encore, la Chine. Il y a 1 ou 2 générations, même encore une génération, et qui tout d'un coup se disent qu'ils rentrent dans un magasin où il y a plein d'opportunités, où s'ils se débrouillent bien, ils peuvent devenir riches rapidement. Donc c'est effectivement, il y a un effet bonanza pour eux. Et une fois encore, il ne faut pas l'oublier, au niveau intermédiaire, au niveau en bas, les collectivités locales, les mairies notamment, qui sont en concurrence pour attirer les entrepreneurs et qui font tout pour qu'ils aient des conditions de travail, d'entreprendre très facilitantes. Alors, en 2018, en 2019, l'Union européenne a durci ses règles en matière d'investissement de ces entreprises chinoises, notamment ce qui concerne le domaine des technologies. Est-ce que, du coup, les investissements ils sont en recul par rapport aux années précédentes? C'est ce qui semble, en tout cas, se dessiner. Oui, ça se dessine, mais c'est peut-être pas la réalité, parce qu'une porte se ferme, finalement, ils la contournent, ou ils trouvent toujours un moyen quand même d'arriver à leur fin. Ils ne vont pas se laisser intimider. Enfin, ils ont envie d'être partout. Dans l'intégralité de votre sujet, Daniel Velter, quand on peut voir sur le site internet de la RTBF, on voit l'exemple de la Serbie. Et alors là, clairement, c'est la vulnérabilité et les faillites de l'État serbe qui sont exploitées, qui intéressent les entreprises chinoises. C'était aussi le cas lorsqu'ils ont racheté le port du Pirée en Grèce. Oui, tout à fait. En fait, quand personne n'en veut, eux, ils sont là. Et c'est vrai que quand la Grèce croulait sous les dettes, elle était en train de vendre ses bijoux de famille. Finalement, les Chinois étaient là. Oui, le port de Pirée, OK, nous, on prend. Les mines de charbon en Serbie, personne n'en veut. On a été en Serbie, ils nous ont dit, mais vous, les Européens, vous nous ignorez, vous nous snobez. Mais les Chinois, ils sont là, ils investissent. Mais ils ne font pas seulement qu'investir. Vous avez des problèmes d'argent, vous les servez, pas de problème. On est votre banque. On investit dans les mines, vous les développez. Si jamais ça ne marche pas, évidemment, ce sera notre mine à nous, quoi. Pascal Boniface, on attendait, avant l'épidémie de coronavirus, on savait que la croissance chinoise patinait déjà un peu, mais qu'elle ambitionnait malgré tout de devenir la première puissance mondiale au niveau économique. Sans boule de cristal, avec cette épidémie, vous pensez qu'elle va pouvoir y arriver ou pas? Vous savez, c'est pour cette année? C'est pour quand? Faisons une comparaison historique. Il y a en 2003, avec l'épidémie du SRAS, qui est très comparable avec celle du coronavirus, certains disaient, ça y est, c'est fini de la Chine, ils ne viendront jamais
au premier rang. À l'époque, la Chine devait faire peut-être 5% de l'économie mondiale. Maintenant, ils en font 16 à 17%. Donc, ils ont eu un coup d'arrêt et puis ils sont repartis immédiatement. Donc là, il va y avoir un coup d'arrêt. Effectivement, la croissance chinoise ne sera pas probablement de 6% en 2020. Elle sera peut-être de 3-4%, ce qui est quand même déjà au-dessus de la moyenne de l'Union européenne, qui est comparable, 3% serait comparable aux États-Unis. Donc, même dans le pire des cas, ils font aussi bien que leurs concurrents et rivaux. Et donc, oui, je ne suis ni épidémiologue, ni effectivement futurologue, mais on peut penser que cette épidémie va atteindre la Chine en 2020, mais qu'ils vont s'en relever. De toute façon, s'ils ne s'en relèvent pas, c'est le monde entier qui sera affecté. Parce que l'an dernier, la croissance mondiale était due aux 3/4 pour la Chine. Donc, si la Chine s'enrhume, c'est le monde entier qui s'éternue. Et donc, quelque part, ça ne sera pas une crise chinoise, ça sera une crise mondiale. Donc là, ils vont peut-être avoir un coup d'arrêt, et on peut penser que cette épidémie sera, d'ici X mois, contenue, comme l'a été Ebola, comme l'a été le SRAS auparavant, et que la Chine, après un coup d'arrêt, elle va reprendre sa respiration, elle va repartir de plus belle. Par rapport à votre question fondamentale et centrale, aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si la Chine va dépasser les États-Unis, la seule question, c'est de savoir quand est-ce qu'elle va le faire. Et contrairement à ce qui s'est passé en 2003, lors de l'épidémie de SRAS, le pouvoir et son président Xi Jinping a énormément communiqué, ils ont pris les bonnes dispositions. Oui, pour deux raisons. D'une part, ils ont appris des erreurs du passé. Effectivement, en 2003, ils ont voulu être dans la négation. Et en fait, on ne peut pas nier. Et donc, ça les a mis beaucoup plus en cause. Et Xi Jinping tient beaucoup à la réputation, à la fois nationale et internationale de son pays. Parce que c'est un problème de santé publique. Les Chinois ne peuvent pas contester le pouvoir politique. Par contre, il y a deux sujets sur lesquels la contestation est plus permise, la pollution et la santé. Surtout dans un pays où vous avez un enfant par famille. Il a d'autant plus de valeur. Et puis la différence aussi, c'est le nombre d'internautes. Il y a aujourd'hui plus de 800 millions d'internautes en Chine. Et donc l'espoir de dire on va faire un blackout sur l'information, s'il était déjà ridicule en 2003, il est complètement impossible en 2020. Une dernière question à vous, professeur Boniface. Je voulais qu'on regarde la tablette Objectif Monde avec les fameuses routes de la soie, parce qu'en fait, les opérations d'investissement de la Chine, elles concernent le monde entier. On voit vers l'Afrique, vers l'Asie, vers l'Europe. Pourquoi le monde, il n'est pas assez grand pour la Chine ? Alors c'est plus. Ou alors la Chine n'est pas assez grande pour elle-même. C'est plus l'empire du milieu qui auparavant refusait tout contact avec le monde. Il y a 2 siècles, la Chine était déjà la première puissance mondiale, mais dans un monde non globalisé. Et là, les routes de la soie, elles ont 3 objectifs. 1, permettre les exportations chinoises de meilleure façon. 2, sécuriser l'approvisionnement, parce qu'ils sont en stress agricole, ils sont en stress minéral, et ils sont en stress énergétique. Et puis aussi faire de l'influence, parce qu'effectivement, lorsqu'ils rachètent le port du Pirée, la Grèce est moins allante pour critiquer la Chine dans les enceintes internationales. Vous restez avec nous ? Avec plaisir. Pascal Boniface, merci Daniel Welter d'être venu sur le plateau d'Objectif Monde. Alors on a parlé des investissements de l'Empire du Milieu sur le continent européen. On va passer à un autre continent, il s'agit de l'Afrique, pour laquelle la Chine a beaucoup d'appétence. On regarde tout de suite ce reportage de Marc de Chalvron pour France 2. Flambant neuf et à vive allure à travers l'Éthiopie. Le nouveau train entre Addis Abeba, la capitale du pays, et Djibouti, construit par les Chinois. Difficile de passer à côté pendant 5 ans, le service est assuré par des conducteurs et des contrôleurs chinois. Une nouvelle locomotive, des wagons confortables. Les passagers éthiopiens ont toutes les raisons de se réjouir. C'est moins cher, il y a beaucoup de sécurité, tu te sens bien à l'aise. Tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles. Avec quelques nuances, les employés semblent eux aussi trouver leur compte. On n'a pas vraiment la même culture de travail qu'eux. Mais bon, ça va. On est heureux. Ils nous apprennent à travailler. Si les Éthiopiens en avaient tant besoin de ce train, c'est avant tout pour accéder à ce port à Djibouti, absolument vital pour leur économie. C'est que l'Éthiopie est un pays enclavé, sans accès à la mer. Djibouti est pour eux le seul moyen d'importer ou d'exporter des marchandises. Alors le pays a fait construire 5 gares de fret comme celle-ci, le long de la nouvelle voie ferrée. Il fallait 60 camions avant pour transporter autant de marchandises que ce nouveau train. Un investissement de plus de 3,5 milliards de dollars, presque entièrement financé par la Chine.
Le directeur éthiopien de l'entreprise ferroviaire nous explique pourquoi. Une telle somme d'argent pour investir, on ne pouvait l'avoir d'autres pays, de l'Europe ou des États-Unis. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers la Chine, rien d'autre. Vous savez, on est un pays en développement et ce n'est pas facile de trouver un partenaire qui répond à nos conditions. Mais quel est l'intérêt de la Chine de payer ainsi un train flambant neuf avec toutes les infrastructures qui vont avec? Nous avons posé la question au responsable de la communication de l'entreprise. Nous l'interrogeons en caméra discrète. Vous avez un besoin? Je peux le faire. C'est une coopération amicale, rien d'autre. Officiellement, il s'agit donc d'une simple coopération amicale. Dans les faits, la Chine y trouve largement son compte. Depuis une dizaine d'années, l'Éthiopie se recouvre d'usines, dont la majorité abrite des entreprises chinoises, attirées par une main-d'œuvre très bon marché. Toutes sortes de produits qu'il faut bien exporter. Pour ce chercheur éthiopien, avec le nouveau train, la Chine cherche d'abord à servir ses intérêts. La Chine veut d'abord que ses usines continuent de produire, que son secteur privé continue à se développer ici en Afrique, pour exporter principalement en Asie. Vous savez, à la fin, c'est toujours la Chine qui engrange les bénéfices. L'année dernière, les Chinois ont investi pas moins de 4 milliards d'euros en Éthiopie dans 600 projets différents. Ce train est avant tout un moyen pour eux d'en retirer les bénéfices. Retour sur le plateau d'Objectif Monde. Pascal Boniface, merci d'être toujours avec nous. Qu'est-ce qui intéresse au fond vraiment les entreprises chinoises en Afrique? C'est quoi? C'est les matières premières, la main-d'œuvre, les terres rares, les terres arables? Les matières premières, parce qu'ils sont effectivement très gourmands de matières premières. Ils ont besoin d'énergie, ils ont besoin de terres rares, ils ont besoin de minerais. Et ils ont besoin, en Éthiopie, il y a une main-d'œuvre disciplinée, abondante, bon marché. Donc effectivement, maintenant, le coût de la main-d'œuvre en Chine s'est élevé du fait de la croissance chinoise. Et donc la Chine, maintenant, a besoin de délocaliser pour avoir accès à une main-d'œuvre bon marché. Et puis en Afrique aussi, c'est quand même 54 voix à l'ONU. Donc ça compte. Il y a aussi la lutte diplomatique par rapport aux États-Unis, par rapport aux Japonais, qui sont également très présents en Afrique. Donc en fait, il y a toutes ces raisons. Et les Chinois arrivent en Afrique en disant « Nous, on vous offre un modèle de développement ». Les Occidentaux, ça n'a pas marché. Et nous, on ne vient pas vous faire la leçon sur les droits de l'homme, sur le respect humain, etc. Donc le consensus de Pékin, il est nettement moins lourd pour les dirigeants africains que le consensus de Washington. Parce que le fait d'avoir des leçons de morale de la part des pays occidentaux, qui par ailleurs ne sont pas toujours eux-mêmes très regardants par rapport à ça, est plutôt apprécié. Et pour de nombreux pays africains, le modèle de développement régime autoritaire, mais qui est efficace, qui se développe, c'est plutôt attractif. Alors, on va regarder ensemble un autre graphique sur la tablette Objectif Monde. Il s'agit des investissements étrangers en Afrique. Donc, on voit que les États-Unis, le Royaume-Uni et la France sont toujours en tête. Mais ce qui est incroyable, c'est cette barre rouge-là, qui est 40. C'est la croissance en 2016. La manière incroyable entre 2011 et 2016 avec laquelle la part des investissements chinois se sont accrus. C'est vrai que ça passe du simple au double, voire presque au triple. Et maintenant, la Chine est le premier partenaire commercial de nombreux pays africains, devant la France. La voie ferrée dont on a montré la construction et la mise en œuvre dans votre reportage, c'était une voie ferrée française auparavant. Là, elle est chinoise. De même que la voie ferrée entre Nairobi et Mombasa a été construite par la Chine. Donc il y a, notamment avec le programme de la route de l'Essoie, des investissements massifs en infrastructure de la Chine. Et de quoi a besoin l'Afrique? D'infrastructures. Donc pour les pays africains, il y a le piège de la dette. Si les prêts chinois sont à des taux que l'on ne peut pas rembourser. Donc il faut qu'ils y fassent attention. Il y a aussi parfois une Chine qui embrasse un peu trop et qui du coup étouffe un petit peu. Mais d'un point de vue africain, ne plus être dans un tête-à-tête monopolistique avec les pays occidentaux, eh bien c'est une concurrence qui s'ouvre et c'est autant d'opportunités pour les pays africains. Cela étant dit, il commence à y avoir des déceptions côté africain. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'au niveau des conditions de travail, au niveau de la population, ça n'est pas simple. Et très souvent, on importe la main-d'œuvre chinoise, donc il n'y a pas de
les Chinois restent un petit peu entre eux, etc. Mais en même temps, il y a pour l'instant moins de déceptions avec la Chine qu'il n'y en a eu avec les Occidentaux. Justement, en Afrique, les Chinois, ils se contentent d'investir ou est-ce qu'ils viennent, ils s'installent véritablement? Par exemple, à Djibouti, il y a une base militaire chinoise. Donc il y a à côté de la base militaire française et américaine, il y a une base militaire chinoise qui est quand même c'est quand même quelque chose d'important. Et effectivement, c'est une fois encore le plus grand partenaire commercial de plusieurs pays et ils veulent investir. Le sommet Chine-Afrique a réuni plus de 45 chefs d'État et de gouvernement. Donc la Chine, elle n'est pas uniquement là pour le commerce. Elle est aussi là pour la diplomatie. La Chine veut aussi faire de la coopération culturelle, veut aussi faire du soft power. Le soft power était complètement mis de côté par les Chinois auparavant. Ils ont compris que c'était leur point faible et qu'il fallait y investir. La Chine, elle investit aussi beaucoup dans les opérations, dans les financements des opérations de maintien de la paix. C'est aussi une des premières armées du monde. C'est l'un des plus grands contingents onusiens. Et puis aussi dans la formation. De nombreux cadres africains sont invités, tout frais payés, en Chine pour faire des sessions de formation de 15 jours, 3 semaines. Ils reviennent généralement émerveillés. Ils reviennent avec des étoiles dans les yeux et donc c'est quelque chose qui les marque et quelque part, ils seront des futurs mini-ambassadeurs de la Chine en rentrant chez eux. Alors on l'a vu avec l'affaire du coronavirus, l'apparition de ce hashtag « Je ne suis pas un virus ». Est-ce qu'on peut parler d'une forme de racisme parfois quand on fait comme ça des raccourcis, la Chine, les Chinois? Alors on le fait à propos des Chinois, mais on le fait avec d'autres nations, effectivement. Mais c'est vrai que de par sa puissance, la Chine fait peur. De par sa montée en puissance depuis si rapide, si colossale, c'est historique. Jamais dans l'histoire, un pays ne s'est développé aussi largement, aussi intensément et aussi rapidement. Et donc, la peur du péril jaune, elle n'est pas tout à fait nouvelle. C'est quelque chose qui marque un peu. Et là, notamment aux États-Unis, le fait que pour les Américains, ils vont être dépassés par la Chine, c'est quelque chose qui est une source d'angoisse. Parce qu'un Américain qui a moins de 90 ans aujourd'hui a toujours vécu dans un pays qui est la première puissance mondiale. Et tout d'un coup, on lui apprend qu'il va être dépassé par un pays qui est communiste et asiatique. Et ça, beaucoup ont du mal à le comprendre et à l'accepter. Et justement, regardez sur ce graphique, sur la tablette, voilà, superpuissance commerciale. On voit effectivement la Chine qui dépasse absolument tout le monde en très peu de temps. C'est pour ça que Donald Trump, il a lancé cette guerre commerciale contre la Chine dès son arrivée au pouvoir. Il a voulu essayer de freiner la croissance. Il n'y est pas arrivé. Il arrive au pouvoir. Ils ont signé un accord commercial, d'ailleurs, il y a très peu de temps. Que Trump a son habitude à présenter comme le meilleur accord commercial jamais signé. C'est pour ses électeurs. Les Chinois n'ont pas communiqué, mais les vrais gagnants, ce sont les Chinois. Lorsque Trump est arrivé au pouvoir, le déficit commercial des États-Unis à l'égard de la Chine était de 300 milliards de dollars. L'an dernier, il était de 400 milliards de dollars. Donc Trump fait des discours, mais dans la réalité, l'économie américaine est shootée à la dépendance aux produits chinois. Et lorsque l'on taxe les produits chinois, eh bien, ce sont les industriels américains qui sont moins concurrentiels. Parce que si vous taxez à 25% les composants qui viennent de Chine, ce sont les produits d'Apple qui vont ne plus être compétitifs sur le marché mondial. Il n'y a pas des produits qui sont uniquement fabriqués en Chine pour être importés aux États-Unis. Il y a des composants de chaque produit. Et le fait d'avoir voulu fermer le marché américain Huawei va faire que les Chinois vont se débrouiller pour le plus rapidement possible ne pas être dépendants des composants américains. On va rester avec vous, Pascal Boniface, mais on va parler justement de cette économie chinoise qui a fait émerger une classe moyenne qui aujourd'hui veut consommer. Mais la Chine n'arrive pas à produire suffisamment pour nourrir 1,5 milliard d'habitants. Des Chinois qui en plus n'ont pas tellement confiance dans les produits dans les aliments qui sont produits chez eux. C'est un reportage d'Angélique Forget pour l'émission Abonnentadeur sur la RTS. C'est une toute petite parcelle agricole dans l'est de la Chine. 400 mètres carrés sur lesquels Wang Chuanqi cultive du riz. À 71 ans, cet agriculteur travaille encore avec un bœuf et des outils traditionnels, comme cette bêche en acier. Ça, c'est la tête. Ça, ce sont les bras. Et ça, c'est la pelle. Quand la terre n'est pas humidifiée, c'est difficile et il faut vraiment beaucoup de force. Wang Chuanqi travaille 7 jours sur 7 pour un salaire annuel de 1500 francs. Chaque année, il récolte 5000 kilos de riz. C'est très peu, mais cela suffit à le faire vivre.
Lors de la saison des récoltes, on emballe tout et on fait des stocks. Comme ça, on a de quoi se nourrir et on gagne aussi un peu d'argent. En Chine, la majorité des terres agricoles ressemble à celle de Wang Chuanqi. Au total, 90% des fermes chinoises font moins d'1 hectare. Aujourd'hui, elles ne suffisent plus à nourrir l'appétit grandissant des Chinois. Car la classe moyenne s'enrichit et son mode de consommation se rapproche de celui des Occidentaux. Dans le pays, on mange 3 fois plus de viande que dans les années 90. La Chine se trouve désormais confrontée à un défi immense, nourrir 20% de la population mondiale avec seulement 8% des terres cultivables. Shanghai, 28 millions d'habitants. Dans la capitale économique chinoise comme dans toutes les grandes villes du pays, des dizaines de supermarchés spécialisés dans les produits importés ont ouvert leurs portes. Traumatisés par des scandales alimentaires à répétition, les Chinois préfèrent acheter des denrées qui viennent de l'étranger. J'achète souvent des produits importés. Je préfère car leur qualité est meilleure. C'est plus rassurant. Moi, ce sont surtout des produits laitiers que j'achète car j'ai davantage confiance. Si la Chine importe, c'est aussi parce qu'elle ne parvient pas à produire suffisamment pour sa population. La deuxième puissance économique de la planète est devenue dépendante de l'extérieur pour son alimentation. Une situation qui déplaît au pouvoir chinois. Le président Xi Jinping ne cesse de le répéter lors de ses déplacements dans les zones rurales. Le bol de riz doit être maintenu fermement dans les mains des Chinois et doit être rempli avec de la nourriture chinoise. Alors Pékin subventionne son agriculture et encourage sa modernisation. L'objectif, créer des fermes gigantesques avec de gros rendements, comme celle-ci dans l'est de la Chine. C'est la plus grande ferme laitière du pays. 40 000 vaches produisent sous ces hangars 600 tonnes de lait chaque jour, de quoi couvrir les besoins de la ville de Pékin. Et c'est Chen Ming qui en est le responsable. Là, au milieu, c'est notre ligne de production. Et à gauche, c'est là que dorment les vaches. Construite en 2011, cette ferme compte 8 machines comme celle-ci. Elle fonctionne 24 heures sur 24. 3 fois par jour, chaque vache y passe 10 minutes. Elles entrent une à une. Leurs pies sont immédiatement désinfectées. Puis le lait est extrait automatiquement. Ces machines sont très efficaces. Elles peuvent recueillir jusqu'à 570 litres de lait par heure. Dans le passé, nous avions des machines parallèles, mais les employés devaient faire constamment des allers-retours. Alors qu'avec ces machines circulaires, ils n'ont pas à se déplacer. Le travail est plus efficace et moins fatigant. Ces vaches sont toutes de race Holstein. Pour la production de lait, c'est la plus rentable. Ici, elles ne voient pas souvent le soleil. Les vaches vivent sous ces hangars dans lesquels elles sont nourries 2 fois par jour. La livraison se fait par camion. C'est un mélange de maïs, de blé, de luzerne et de soja pour l'apport en protéines. Si l'on compte cette quantité de nourriture et l'eau qu'on leur donne, chaque vache nous coûte 5 francs par jour. Pour développer ces fermes gigantesques, le gouvernement chinois subventionne le secteur. Le gouvernement soutient les grandes fermes comme les nôtres, et pas que les gigantesques. À partir de 300 vaches, vous pouvez être soutenu. Nous, par exemple, quand nous avons démarré l'activité, pour chaque vache achetée 3 000 francs, le gouvernement nous versait 220 francs. Des fermes industrielles qui profitent aussi à l'économie locale. Ici, 1000 postes auraient été créés, la majorité destinés à d'anciens paysans de la région. Ils sont logés et nourris sur place. Je préfère vraiment mon métier actuel. Maintenant, je gagne 7 300 francs par an. C'est 2 fois plus que quand j'étais paysan. Mais dans les villages alentours, tout le monde ne tient pas le même discours. Dong Shu, 58 ans, a été exproprié de sa terre, réquisitionné pour la ferme laitière. Ils ont pris mon terrain. Que voulez-vous que je fasse maintenant? Je n'ai plus de travail. Sans terre, nous, le peuple ordinaire, on n'a plus rien.
Depuis l'arrivée de la ferme laitière, ses revenus se sont effondrés et l'environnement, il l'assure, s'est dégradé. En plus des mauvaises odeurs, l'eau serait désormais polluée. Regardez ce très vieux puits. Toute ma famille buvait de l'eau ici avant. Et maintenant, les eaux usées de l'usine laitière se déversent là avec les excréments des vaches. Ils déversent tout autour et maintenant, on ne peut plus boire l'eau. C'est le revers de l'agriculture intensive. En voulant produire plus, la Chine pollue plus, alors que dans le pays, 20% des terres arables sont déjà contaminées. Dans sa ferme industrielle, Cheng Ming assure avoir conscience des problèmes de pollution. C'est pour cela que la ferme a installé ces 2 unités de méthanisation. Elles permettent de réduire la quantité de CO2 émise par les vaches dans l'atmosphère. Derrière moi, ce sont nos digesteurs à biogaz. Il y en a 2 et ils font chacun 20 000 mètres cubes. Le fumier et le lisier des vaches fermentent à l'intérieur. Ensuite, on récupère le gaz, on l'envoie dans une turbine et cela produit de l'énergie. Un investissement de 14 millions de francs. Le groupe n'a pas eu le choix. Le gouvernement n'aurait pas validé la construction de la ferme sans l'installation de ces 2 unités. Car pour Pékin, tout l'enjeu est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire sans pour autant dégrader ces terres, alors que les Chinois sont de plus en plus soucieux de leur environnement et de ce qu'ils mettent dans leurs assiettes. Dans la province du Hunan, dans le centre de la Chine, Li Fenglan s'est converti aux produits bio. Une fois par semaine, elle vient dans cette ferme bio se fournir en fruits et légumes. Ces légumes sont bons pour la santé car ils ne sont pas pollués. Il n'y a pas de pesticides, pas d'herbicides, pas d'engrais chimiques qui nous rendent malades et provoquent des cancers. Ce sont Liu Gusheng, ancien mécanicien, et son épouse qui ont créé cette ferme il y a 4 ans. Là, on fait pousser des figues, ici des melons chinois et là-bas des pastèques. Au total, 2 hectares de terrain qui leur rapportent 500 francs par mois. Une activité qu'ils poursuivent par conviction. On a confiance en l'agriculture biologique. Si le gouvernement nous soutient, cela va se développer et de plus en plus de consommateurs mangeront bio. L'eau, l'air, ce que l'on mangera, mais aussi ce que l'on respirera, tout sera plus sain et notre monde sera plus beau. En Chine, le marché du bio progresse vite, plus 25% de recettes chaque année, et son développement ne devrait pas s'arrêter là, car pour de plus en plus de consommateurs chinois, la qualité compte désormais autant que la quantité. Retour sur le plateau d'Objectif Monde. Pascal Boniface, merci d'être toujours avec nous. Madeleine Brodt, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes journaliste à la RTS, chef des magazines télévisés. Vous avez été correspondante à Hong Kong pendant 3 ans, en 98, justement au moment de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Vous avez donc beaucoup travaillé, voyagé en Chine. Vous y avez même étudié, c'est de votre zone. C'est un pays que vous connaissez bien. Dans ce sujet, on entend que les Chinois n'ont pas confiance dans ce qui est produit en Chine, et à la lumière du scandale du coronavirus, on imagine que c'est pas prêt de changer. Oui, c'est un peu on nous cache tout, on nous dit rien. Je crois que dans l'esprit des Chinois, il y a un peu le poids de l'histoire qui joue un grand rôle. Pendant des années, le Parti communiste a beaucoup verrouillé l'information, a interdit à beaucoup d'informations de sortir. Donc les Chinois se méfient aussi de leurs autorités, se méfient de ce qu'on leur présente comme étant la vérité. Il y avait aussi pendant des années beaucoup de propagande. Et maintenant, face à la multiplication de ces scandales alimentaires, il y a beaucoup de scepticisme, c'est sûr. Mais là encore, dans cette affaire du coronavirus, on sait que les premiers cas ont déjà été déclarés en décembre, mais que les autorités locales, il y a ça aussi en Chine, il y a les autorités locales, n'ont pas remonté l'information, l'ont au contraire verrouillé, ce qui a donné pas mal de retard dans la réaction, une fois qu'ensuite Pékin s'est emparé
Oui, parce que les crises, quand même, se multiplient. Hein. Il y a eu en 2008 le scandale du lait frelaté, il y a eu le SRAS en 2003, il y a eu la peste porcine l'an passé. Comment vous expliquez... La grippe aviaire aussi, tout à fait. Comment est-ce que j'explique... Comment vous expliquez tous ces scandales alimentaires? C'est vrai qu'il y en a vraiment une répétition. Et je crois qu'il y a aussi la corruption qui joue un rôle là-dedans, le respect des normes sanitaires aussi, qui n'est pas toujours appliqué. Et puis ensuite, ça explique aussi qu'il y a maintenant une émergence de la classe moyenne, qu'il y a aussi des autres demandes qui sont beaucoup plus exigeantes par rapport à ce qu'ils mettent dans leur assiette. On l'a vu dans le reportage, qu'il y a plus de moyens financiers, qu'il y a un meilleur accès aussi à l'information grâce à l'Internet. Il y a une demande pour des produits bio, des produits sains. Et là, nos pays européens ont peut-être une carte à jouer. Je me souviens d'avoir suivi des investisseurs chinois qui venaient en Suisse parce qu'ils voulaient justement produire du chocolat bio. Parce qu'ils pensaient qu'il y avait un vrai créneau en France, en Chine, pour oui, cela, qu'il y avait une vraie demande des consommateurs et voulaient s'engouffrer dans cette voie-là. Pascal Boniface, comment vous expliquez, vous, ces scandales alimentaires, sanitaires à répétition? D'une part, on a aussi notre lot de scandales alimentaires et sanitaires en France et j'imagine en Suisse. Donc, c'est sûr que quand c'est en Chine, je crois que la corruption, effectivement, explique une grande partie. Et c'est pour cela que Xi Jinping a fait un grand programme de lutte contre la corruption. Et puis aussi, c'est que vous avez une population qui s'enrichit rapidement, qui se déplace beaucoup et qui est assez tassée, avec en plus des problèmes de santé publique parce que l'air est très pollué en Chine et les Chinois fument beaucoup. Donc, quand il y a une maladie qui passe sur les voies respiratoires, les gens sont beaucoup plus affaiblis. Vivre à Pékin, c'est l'équivalent de fumer 2 paquets de cigarettes par jour. Donc, vous avez quand même un affaiblissement, etc. Donc, la masse de gens, le fait que les gens se déplacent beaucoup et de façon massive dans tous les sens du terme, fait que, effectivement, les virus se propagent beaucoup plus facilement. Madeleine Brodt, vous avez suivi cette transition de la Chine vers l'économie de marché, parce que c'était un pays pauvre, hein, il y a une vingtaine d'années. Est-ce que cet essor de la Chine vous a surprise, vous-même, qui avez vécu ? Non, je ne peux pas dire qu'il m'est surpris. Je me souviens, la première fois que j'étais en Chine, c'était il y a plus de 25 ans. La pauvreté, en tout cas à Pékin, dans les grandes villes, était vraiment visible. Les grandes villes chinoises du Nord, il fait très très froid en hiver. C'était poignant de voir les Chinois qui se chauffaient au charbon, qui n'avaient pas de quoi se vêtir vraiment chaudement. Maintenant, 25 ans plus tard, vraiment, on voit la différence. Il faut donner ce crédit, je crois, aux autorités chinoises, je ne sais pas si vous en conviendrez, professeur Boniface, d'avoir sorti de la pauvreté des millions de Chinois. Peut-être comme seul peut le faire un régime autoritaire, comme vous l'avez mentionné précédemment. Donc moi, je ne suis pas du tout surpris de voir la Chine, avec la grandeur de son marché intérieur et ses exportations, prendre sa place sur l'échiquier mondial, dépasser le Japon. Je pense que maintenant, la Chine arrive aussi à une certaine maturité. Pendant des années, elle a beaucoup copié, elle a beaucoup intégré les technologies étrangères. Maintenant, elle a peut-être un rôle plus innovant. Donc non, ça me semble tout à fait dans la logique des choses que la Chine ait pris sa place. Ce qu'on voit bien dans le sujet d'Angélique Forget, c'est qu'il y a aussi deux Chines, hein, parce qu'il y a la Chine des villes, et puis des villes et des côtes, et puis ensuite il y a la Chine de l'intérieur, il y a la Chine de la campagne, où on ne vit pas tout à fait avec les mêmes standards. Tout à fait. C'est un empire, en fait. C'est beaucoup plus qu'un grand pays. C'est un immense pays. Un empire, donc c'est difficile de généraliser. On dit souvent la Chine, peut-être à tort. Je pense que la Chine a plusieurs vitesses. Il y a, en tout cas d'un point de vue économique, c'est clair, il y a les villes économiques de la côte qui, les premières, ont pris le train de la croissance avec les zones économiques spéciales où on a expérimenté avec le capitalisme avant de l'étendre. Il y a ensuite les villes de moyenne importance du centre du pays. Puis ensuite, les plus pauvres, c'est souvent les zones où il y a des minorités ethniques, les Ouïghours, les Tibétains, qui ont de la peine, elles, à se développer. Mais il y a encore des telles profondeurs en Chine que c'est clair qu'il y a plusieurs niveaux. Et c'est ça qui est très difficile aussi pour le gouvernement chinois, c'est de gérer les tensions que forcément ça génère. Pour le moment, il y a eu un genre de consensus par la croissance qui fait que tout le monde, ils ont pu maintenir aussi la stabilité. Mais avec le tassement de la croissance, je crois que ça pose aussi des vrais défis pour les autorités à Pékin de parvenir à maintenir une certaine paix sociale. Je pense que les autorités à Pékin sont un peu assises sur un volcan à ce niveau-là, et que la contestation pourrait très rapidement flamber.
Madeleine Brault, en 2017, vous aviez réalisé un long format sur les investisseurs chinois qui viennent en Suisse. C'était pour l'émission Temps présent. Ça s'appelait Mon patron est chinois. Et d'ailleurs, c'est disponible sur le site internet de la RTS et sur YouTube également. Et à l'époque, vous montriez, comme on l'a vu en fait en Belgique, hein, finalement, le gouvernement suisse paraissait un peu naïf. C'est le sentiment que vous avez eu à l'égard des investisseurs chinois. On ouvrait beaucoup les portes, quoi. Oui, alors à l'époque, c'est vraiment quelque chose sur laquelle on a mis le doigt dans le reportage parce qu'il venait d'y avoir le rachat de Syngenta par un conglomérat chinois. Syngenta, c'est vraiment une entreprise stratégique qui était en main helvétique, un fleuron de l'industrie chimique et en matière de semences aussi. Et là, il n'y avait pas du tout de conversation possible pour notre ministre de l'époque et pour les autorités suisses de l'époque. Il n'y avait pas de problème avec ce rachat. Mais je pense que ça a été un électrochoc. Ensuite, il y a eu une prise de conscience, il y a eu un réel débat en Suisse. Certains parlementaires ont déposé des motions pour demander que justement il y ait beaucoup plus de contrôle et d'examen de ces rachats dans les zones, dans les secteurs économiques stratégiques. Madeleine Brault, on va revenir en arrière. Dans votre vie d'avant, lorsque vous étiez à Hong Kong, vous avez vécu la rétrocession justement de Hong Kong à la Chine. Et là, on voit les Hongkongais qui manifestent depuis plusieurs mois pour ne pas... Enfin, ils refusent de se laisser imposer la loi de Pékin. On appelle ça ces manifestations pro-démocratie. C'est pas un peu le pot de fer contre le pot de terre à la longue, de toute façon, finalement, la Chine l'emportera, non, à Hong Kong? C'est difficile à dire à ce stade, mais disons... Je comprends les Hongkongais. On leur avait promis un pays de système pendant 50 ans. On leur avait promis qu'ils pourraient conserver leur mode de vie, leur environnement plus démocratique qu'en Chine. Et voilà que Pékin n'a pas respecté ses promesses. Il y a aussi une nouvelle génération de Hongkongais, de jeunes Hongkongais, qui sont nés pour la plupart au moment de la rétrocession et juste après, qui maintenant manifestent. Et je comprends. Il faut aussi dire qu'ils ont obtenu des concessions. Mais ensuite, je comprends aussi leurs inquiétudes et leurs déceptions. Pascal Boniface, sur cette situation sur Hong Kong, non, en fait, il n'y a pas eu un Tiananmen à Hong Kong. Les gens continuent à manifester. Il y a le bras de fer continu entre les autorités locales et la population, qui sait qu'il ne peut pas aller jusqu'à demander l'indépendance, mais qui serait tenté de le faire, parce que Hong Kong seul peut exister de façon autonome par rapport à la Chine. Il y a effectivement, on voit bien qu'il y a une situation qui est très différente à Hong Kong, parce que les gens de Hong Kong ont peur de perdre quelque chose, mais il n'y a pas eu non plus de contagion dans les autres villes chinoises, parce que dans les autres villes chinoises, les gens sont plutôt contents de la situation. Donc en fait, il n'y a pas eu un écrasement de la rébellion à Hong Kong qui continue. Elle n'a pas eu entièrement satisfaction, mais effectivement, comme vous l'avez dit, madame, des points ont été obtenus et c'est une contestation politique qui n'a pas été réprimée dans la pire des violences, comme dans d'autres pays. Madeleine Brault, merci d'être venue sur le plateau d'Objectif Monde. Pascal Boniface, vous restez avec nous. Avec plaisir. Allez, on a beaucoup parlé de la réussite économique chinoise, mais la Chine innove aussi. Et c'est un peu plus triste en matière de surveillance de ses citoyens. Dans de nombreuses villes, des caméras notent les faits et gestes des habitants. Des bons et des mauvais points sont attribués en fonction à chacun. On appelle cela le crédit social. Chine, tout est sous contrôle. C'est un reportage d'Élise Menant pour Envoyé spécial sur France 2. La Chine de demain est déjà en gestation, à 900 km de Shanghai. Dans une ville plutôt petite à l'échelle du pays, 700 000 habitants. À Zhongcheng, depuis 2013, tous les habitants disposent déjà d'une note. Tous sont fichés en tant que bons ou mauvais citoyens. Comme la famille Wei. Doucement, doucement, marche pas si vite. Père agent commercial, mère au foyer, fils unique, monsieur et madame Wei ont tout de la famille modèle. Mais pour s'acheter un appartement, cela ne suffit plus. Désormais, il leur faut aussi une bonne note. Pour connaître leur score, ils se rendent à la mairie de Zhongcheng. C'est cette borne automatique qui va leur délivrer leurs résultats.
Je suis de niveau A. Tu es A et tu as 1000 points. Niveau A, 1000 points. C'est le capital de départ attribué à tous les habitants de la ville. Madame Wei n'a ni perdu ni gagné de points. Selon ce système, c'est une citoyenne normale qui ne pose pas de problème à la société. En revanche, son mari est moins exemplaire. Je suis A-, et j'ai 995 points. Pourquoi vous avez perdu 5 points? C'est parce que j'ai eu une contravention, car je roulais trop vite. Ces notes, c'est la banque qui les demande. Avant d'accorder un crédit à la famille Wei, elle veut savoir si elle est digne de confiance. Monsieur Wei est donc encore considéré suffisamment intègre, mais il doit faire attention à ne pas tomber plus bas. Avoir A-, c'est mal, mais c'est de ma faute. C'est moi qui n'ai pas bien agi. Donc maintenant, je me comporterai mieux. Vous trouvez que c'est un bon système? Oui, bien sûr que c'est bien. Quand on va se faire des amis ou avoir des relations d'affaires avec les gens, on pourra consulter leurs notes pour savoir si on peut leur faire confiance. Ce système de notation fait partie d'un programme d'État. Pour en savoir plus, nous poussons la porte du service en charge du crédit social. Bonjour. Nous voulons parler au directeur adjoint. On voudrait vous poser des questions sur le système de crédit social. En fait, pour chaque interview, surtout pour les médias étrangers, ça ne se fait pas à la légère. Le parti y accorde une grande importance. Il faudrait que vous demandiez aux services de propagande. Mais les services de propagande ont refusé nos demandes d'interview. Le parti préfère garder les journalistes étrangers à distance. Comment gagne-t-on ou perd-on des points? Pour le comprendre, nous partons à la recherche des bons citoyens. Les habitants les mieux notés ont leur portrait affiché un peu partout dans la ville. Ils sont mis à l'honneur comme des héros. À l'entrée de ce quartier tout neuf, des panneaux indiquent qu'il y a 6 citoyens modèles dans la résidence. Parmi eux, Wang Zhaocheng. Nous l'avons retrouvé un peu plus loin. À 65 ans, il est employé 7 jours sur 7 à balayer des rues où ne traîne jamais aucun déchet. Sa note a grimpé l'an dernier, après qu'il a trouvé dans ses buissons un portefeuille. C'était par là. Qu'il a rendu en main propre à son propriétaire. Wang Zhaocheng veut nous montrer les trophées que la mairie lui a décernés. Avant d'aller chez lui, nous passons par la remise. Et c'est là que notre tournage va basculer. Alors que nous pensions faire une interview très anodine, un membre du Parti communiste, comme sorti de nulle part, nous interrompt. Est-ce que je peux voir vos papiers? Quels papiers? Vous êtes journaliste. Vous avez des papiers qui le prouvent? Est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez faire des interviews, il faut nous prévenir, par courtoisie. Prévenir les services de propagande, ce n'est pas obligatoire en Chine. Mais les autorités refusent de nous laisser travailler. On ne peut donc pas parler des bons citoyens de Zhongcheng? Je dois écouter la parole du parti, que ce soit une bonne ou une mauvaise chose. Si le parti me dit de faire une bonne chose, je le fais. Si le parti me demande de faire une mauvaise chose, je le fais aussi. Ok, c'est bon, ça suffit. À partir de ce moment-là, nous sommes suivis partout, par les services de propagande ou de sécurité. Jusque tard dans la nuit, aux portes de notre hôtel. Impossible de parler aux habitants avec ces voitures à nos trousses. Pour pouvoir travailler, nous allons tenter un dernier coup. Essayer de les semer
dans le dédale d'un centre commercial. Il est derrière, là, il est caché. Et il y en a un autre qui est derrière. Nous nous échappons par une sortie de secours. Dans l'arrière-cour du centre commercial, nous changeons de voiture. Celle-ci n'a pas encore été repérée. Démarrez, je vous donnerai l'adresse après. Nous avons enfin déjoué leur surveillance. Nous comprendrons plus tard que notre stratagème ne leur a pas du tout plu. En attendant, nous quittons la ville pour plus de discrétion. Direction, une vingtaine de kilomètres plus au sud. Tout autour de Zhongcheng, des dizaines de villages ont adapté le crédit social et mis en place leur propre système de notation. À Dongdao Liujia, la famille Liu a reçu comme tout le monde un petit fascicule l'année dernière. Il y a écrit « Honnêteté ». Il établit les nouvelles règles de vie dans le village. Depuis que le système de crédit social a été mis en place, Monsieur et Madame Liu participent à toutes les activités du village pour gagner des points. Parce qu'elle a un bon score, la famille Liu a reçu de la mairie une prime de 26 € et quelques kilos de crabes en cadeau. Mais que deviennent ceux qui ne participent pas aux activités? Où sont ceux qui ont des mauvaises notes? Dans les villages que nous traversons, impossible d'en trouver. Les habitants se sont-ils tous mis à obéir depuis que le système a été mis en place? Ou est-ce un tabou de parler de ceux qui ne filent pas droit? Nous nous rendons chez Madame Ma. On va manger des fruits. Mais à peine installés chez elle, nous sommes à nouveau interpellés. Il y a plein de gens qui arrivent. Cette fois, par une dizaine de policiers. L'homme à la casquette qui nous filme, nous le reconnaissons. C'est celui qui nous poursuivait dans le centre commercial. Ils nous ont donc retrouvés. La traductrice, venez. Je veux vous parler. Je suis de la sécurité nationale. Je contrôle l'immigration. Je voudrais voir les papiers de ces deux étrangers. Arrêtez de filmer, s'il vous plaît. Comment vous nous avez retrouvés? Ce sont les villageois qui vous ont dénoncé. Au bout de 50 minutes, les services de sécurité nous laissent partir, mais exigent que nous quittions la région. Ce système est expérimenté dans une quarantaine de villes pilotes en Chine et devrait être généralisé à partir de 2020. L'État refuse de communiquer sur le sujet. Pourtant, il y a un homme qui a bien voulu nous en parler. C'est l'inventeur du système en personne, le père du crédit social. C'est le premier livre que j'ai écrit sur le crédit social. C'est le sujet le plus important, le pilier de notre société. Lin Junier travaille dans une organisation qui conseille le gouvernement. Comme il n'est pas fonctionnaire, il est libre de nous rencontrer. Il y a 20 ans, il s'est intéressé au système de bonus-malus des assurances américaines. Et il a proposé de l'appliquer à l'ensemble de la société chinoise. Il en est fier. Le crédit social, c'est selon lui pour le bien de son pays. Le but de ce système, c'est la reconstruction de la morale. Nous voulons atteindre le même niveau de civilité que les pays développés. Bien sûr, nous avons posé la question qui dérange. Est-ce que c'est pas plutôt un moyen de contrôle des citoyens? Pourquoi vous appelez cela un contrôle? Les données de chaque personne sont traitées par le gouvernement. Lin Junier parlera pendant 20 minutes, mais sans jamais répondre clairement à cette question essentielle. Le père du crédit social espère surtout que la Chine aura façonné un homme nouveau d'ici quelques dizaines d'années.
Pour cela, il compte aussi sur un autre volet du programme, la liste noire. Elle est déjà appliquée dans tout le pays. C'est une liste des citoyens considérés comme les pires, ceux qui ont des problèmes d'argent et de dettes. On les appelle les laolai, les mauvais payeurs. Cette liste est consultable sur Internet, avec les noms, les adresses et même parfois les visages des personnes. Ils sont plusieurs millions dans tout le pays. Ces criminels économiques fichés par le système, nous en avons rencontré 2 à Shanghai. C'est une mère et sa fille qui se sont retrouvées sur cette liste noire en 2014, bien malgré elles. Madame Xu et Madame Ding osent en parler pour la première fois. C'était là qu'on habitait. Pour une sombre histoire d'expropriation forcée, puis de désaccord autour d'un héritage, les voici montrées du doigt par l'État, mises au banc de la société. Depuis qu'elles sont sur la liste noire, les 2 femmes n'ont plus les mêmes droits que les autres citoyens. Par exemple, l'avion et le train rapide leur sont désormais interdits. Regardez, je vais essayer d'acheter un billet d'avion Shanghai-Pékin sur Internet. Alors, il y a un message d'avertissement qui dit « Le passager fait partie des personnes soumises aux restrictions de consommation luxueuse suite à une décision de justice. Pour toute information, vous pouvez contacter le tribunal. » Être sur la liste noire me complique la vie dans mes déplacements. Mais c'est aussi injuste pour mes enfants. Je n'ai pas le droit de les mettre dans une école privée. On ne peut pas acheter de voiture ou créer une entreprise. Je n'ai pas le droit de demander une carte de crédit. Et si on a de l'argent sur le compte épargne, il est bloqué aussi. Madame Xu et Madame Ding ont tenté des recours, mais en vain. Elles ont subi des sanctions et craignent maintenant des humiliations. L'autre volet du système. Car des expérimentations sont en cours dans d'autres provinces. Au nord de Pékin, les photos et les noms des mauvais payeurs sont affichés dans les salles de cinéma. À Guanyun, une sonnerie de téléphone spécial est attribuée aux personnes sur liste noire. Et avant toute communication, ceux qui tentent de les appeler tombent sur ce message. Nous vous signalons que votre correspondant est inscrit sur liste noire. Veuillez, s'il vous plaît, exhorter cette personne à remplir ses obligations légales. Dans la Chine du futur, il sera de plus en plus difficile d'échapper au contrôle de l'État. Le pays possède déjà la moitié des caméras de vidéosurveillance au monde, près de 200 millions, soit une caméra pour 7 habitants. Vous êtes bien sur le plateau d'Objectif Monde. Élise Menon, journaliste à France 2, merci de nous avoir rejoints. Pascal Boniface, merci d'être toujours des nôtres. Élise Menon, vous avez tourné ce sujet en avril dernier. Question fatale, avec ou sans autorisation de filmer? Alors, à moitié, en fait. Disons que moi, je suis partie sans autorisation. On a mis un petit peu de temps à mettre en place le bon dispositif. Voilà, on s'est dit qu'on n'aurait jamais l'autorisation de tourner pour ce sujet. On savait que les autorités ne veulent pas communiquer. On savait que le sujet était un petit peu sensible. Donc, du coup, je suis partie avec un visa touriste. Mais j'ai rejoint une équipe sur place qui avait les autorisations. Mon caméraman, Antoine Védéier, est basé là-bas depuis 3 ans. Donc, il a toutes les autorisations de tournage. On se disait que, voilà, en cas de pépin, si je me faisais arrêter, expulser du pays, au moins, lui, il pouvait garder les images, il pouvait garder les rushs. Et il a toujours ses autorisations, même après ce sujet, il les a la diffusion. Oui, oui. Votre traductrice non plus n'a pas eu de difficulté après la diffusion de ce sujet? Non, c'est une traductrice qui a l'habitude de travailler avec les journalistes étrangers, qui travaille avec mon caméraman Antoine Védéier au quotidien là-bas à Shanghai. J'ai eu des nouvelles d'elle après, hein, je suis toujours en contact, elle n'a pas eu de soucis. Alors on va revoir ces images qui sont impressionnantes dans votre sujet. Ce sont les images de ces policiers, de ces représentants du pouvoir chinois qui finissent par vous retrouver dans une maison, vraiment dans un petit village de campagne. Vous avez eu du mal à échapper à cette filature. Est-ce que vous avez eu des craintes à des moments quant à votre sécurité personnelle quand même? Des craintes à ce moment-là, pas tout à fait. D'ailleurs,
si j'avais eu des craintes, peut-être que j'aurais pas tenté d'échapper à leur surveillance en m'enfuyant dans un centre commercial qui est un peu risible a posteriori. C'est-à-dire que j'ai quand même essayé d'échapper à la surveillance chinoise, sachant que la Chine est experte en la matière. Donc, et que dans certaines villes, il y a une caméra pour 3 personnes. Voilà, c'est ça. Donc, non, j'ai pas eu tellement de crainte. Au moment de l'arrestation dans le village, on s'est quand même dit, oulala, qu'est-ce qui va nous arriver? Et on était soulagés au bout de 50 minutes, 1 heure de discussion. On était soulagés qu'en fait, il nous accompagne jusqu'à l'aéroport et il nous expulse de la région où on était pour retourner à Shanghai. C'était un soulagement. Mais en fait, plus que craintive, j'ai été surprise. C'est-à-dire qu'en fait, on savait que c'était un sujet sensible, on savait que les autorités ne voulaient pas communiquer, on ne s'attendait pas du tout à être suivi à ce point-là, à être empêché de travailler à ce point-là. Dès qu'on rencontrait quelqu'un, parce qu'on n'a pas tout monté, mais dès qu'on rencontrait quelqu'un, il y avait un membre du Parti communiste ou un chef de quartier qui venait nous empêcher de travailler. Alors qu'en fait, tout ce qu'on a réussi à faire quelque part dans le village, c'est de rencontrer des bons citoyens, des citoyens modèles. Donc on ne pensait pas qu'ils nous mettraient à ce point-là des bâtons dans les roues. Mais ce que vous montrez aussi dans votre reportage, c'est qu'il y a une sorte d'acceptation d'une partie de la société. D'ailleurs, on peut se poser philosophiquement la question, si on voulait établir ça dans le société occidentale, est-ce qu'il y aurait un refus ou une acceptation? Il y a 15-20 ans, tout le monde protestait contre les caméras de surveillance. Maintenant, elles sont partout. Donc, c'est une interrogation. Parce qu'effectivement, quand George Orwell a écrit 1984, il ne se doutait pas combien son roman n'était pas un roman d'anticipation et combien son roman, finalement, est presque même en retard maintenant par rapport aux moyens technologiques qui va être donné un pouvoir de contrôler du matin au soir la population. Mais justement, ça nous ramène à l'épidémie de coronavirus où on a vu justement ces images des drones qui disent à des personnes, à des habitants, attention, vous ne portez pas votre masque. Vous pensez que la dictature numérique, on est déjà dedans, on n'en est pas loin. Elle est quand même moins grave que celle de Mao. Il n'y a pas des dizaines de millions de Chinois dans les camps de concentration et le Parti communiste n'oblige pas à s'habiller comme il le veut, n'interdit pas telle ou telle musique et ne règle pas l'âge du mariage comme auparavant. Donc c'est un nouveau moyen qui effectivement permet au parti de contrôler, mais auparavant finalement quelque part le contrôle du Parti communiste sur la vie individuelle. C'est-à-dire que la Chine aujourd'hui est un pays autoritaire. Auparavant c'est un pays totalitaire. La différence, c'est qu'un pays autoritaire restreint les libertés publiques, les libertés individuelles aussi, alors que dans un pays totalitaire, il n'y a aucun espace privé et public. Dans la Chine de Mao, il n'y avait pas ces moyens de surveillance, mais dans un couple, ni la femme ni le mari n'osaient critiquer Mao devant son conjoint, de peur d'être dénoncé par son conjoint. Donc oui, il y a beaucoup plus de moyens technologiques, mais l'étau est quand même desserré par rapport à la période précédente. On parlait justement de la question de la dictature numérique ou pas. Xi Jinping, qui est au pouvoir depuis 2013 et qui peut désormais être président à vie, puisqu'il a fait modifier la constitution chinoise, il est plus autoritaire que ses prédécesseurs, Yang Zemin ou Hu Jintao. Que Hu Jintao, oui, parce qu'effectivement, au début du développement des réseaux Internet, des réseaux sociaux, on a dit, avec Internet, finalement, la Chine va devenir une démocratie, aussi avec l'élévation du niveau de vie. Et Xi Jinping a plutôt resserré les boulons depuis qu'il est au pouvoir. On le voit par rapport à différentes choses, alors parfois de façon positive en luttant contre la corruption, mais la lutte contre la corruption est aussi une façon d'éliminer ses adversaires. Et disons que le contrôle social qui commençait un petit peu à se relâcher s'est plutôt resserré au cours de la demi-douzaine de dernières années. Pascal Boniface, vous restez avec nous. Élise Menon, merci d'être venue sur le plateau d'Objectif Monde. Parmi les sujets qui fâchent, il y a la question des minorités, notamment les Ouïghours, de confession musulmane. Ils sont accusés de terrorisme et de volonté séparatiste par Pékin. 1 million de Ouïghours seraient détenus dans des camps, des centres de formation, selon le pouvoir chinois, des goulags, selon les organisations de défense des droits de l'homme. C'est un reportage de Frédéric Zalac pour Radio-Canada avec des images du consortium international des journalistes d'investigation pour le magazine L'Enquête. Plus de 10 millions de Ouïghours vivent dans la région de Xinjiang, dans l'extrême nord-ouest de la Chine. Cette région, riche en pétrole et en ressources minières, est stratégique pour la Chine pour assurer son approvisionnement énergétique et pour établir de nouvelles voies commerciales vers l'Occident. Les Ouïghours sont une minorité turcophone et musulmane, depuis longtemps victime de discrimination aux mains de la majorité chinoise Han.
Les tensions entre les deux groupes ethniques ont mené à des émeutes et des attentats commis par des Ouïghours. Pékin a réagi avec force. Au nom de la lutte contre le séparatisme et le terrorisme, les autorités chinoises ont rendu illégales de nombreuses pratiques religieuses. Les prénoms comme Mohamed ou Fatima sont interdits pour les nouveau-nés. Même le port de la barbe est proscrit. La langue ouïghour est interdite dans les écoles. Pékin cherche à assimiler les Ouïghours au sein de la culture chinoise dominante, selon la professeure Vanessa Frankville. Donc l'idée aujourd'hui, si on suit le discours chinois, c'est que pour stabiliser la région, il faut éduquer, neutraliser une certaine partie de la population. Et donc cette population, elle est majoritairement ouïghour. En 2016, la répression s'est accrue de façon marquée avec la mise en place d'un redoutable appareil de surveillance. Les caméras sont partout. Grâce aux données recueillies par l'appareil de surveillance, les policiers ont ciblé des centaines de milliers de Ouïghours et dans bien des cas, on les a appréhendés pour avoir posé des gestes anodins associés à des pratiques religieuses, selon Vanessa Frankville. Dans cette liste, vous avez à la fois le jeûne, la prière, le refus de boire de l'alcool, le refus de fumer des cigarettes, mais vous avez aussi le fait d'avoir installé un VPN sur votre téléphone ou WhatsApp pour communiquer avec votre famille à l'étranger. Une fois arrêtés, les Ouïghours sont envoyés dans des camps d'internement pour les reprogrammer. Ils doivent abandonner leurs pratiques religieuses et effectuer des travaux manuels. Selon l'ONU, plus d'1 million d'entre eux ont été internés. C'est plus de 10% de leur population. La Chine nie catégoriquement mener une campagne de répression contre les membres de cette minorité ethnique. In Xinjiang, religious freedom is fully respected. Please sit down. I'll answer your question. Okay, thank you. Lorsque confronté par nos collègues de la BBC, l'ambassadeur de Chine à Londres a affirmé que les camps ne sont que de simples écoles de métier pour des jeunes qui auraient commis des fautes mineures. There's no so-called labor camps, as you described. There's what we call vocational education and training centers. They are there for the prevention of a terrorist. Mais les documents secrets obtenus par le Consortium international des journalistes d'enquête confirment qu'il s'agit bel et bien de camps de détention extrajudiciaires. Ce document confidentiel, datant de 2017, signé et approuvé par le numéro 2 du Parti communiste au Xinjiang, Zhu Hailun, dévoile les directives pour améliorer le fonctionnement de ces camps. On y parle, entre autres, de l'importance de prévenir les évasions en améliorant les tours de guet et en verrouillant les portes des dortoirs et des corridors à double tour. Les responsables des camps sont sommés de contrôler les activités des détenus pour empêcher les évasions pendant les classes, les repas, les pauses toilettes et les douches. On y décrit les méthodes d'endoctrinement où l'on évalue par un système de pointage la transformation idéologique des détenus et leur respect de la discipline. Nous avons montré ces documents à Vanessa Frankville. Ça révèle une toute autre réalité que ce que la Chine veut nous faire croire, et ça révèle un écart important entre ce qu'il se passe de façon officielle dans les documents qui sont partagés entre les fonctionnaires et ce qui est distribué aux audiences internationales. La fuite montre également que le système de surveillance de la Chine tient aussi à l'œil des Ouïghours de nationalité étrangère. Ce document mentionne que 5 Canadiens d'origine ouïghour se trouvaient en visite en Chine en juin 2017 et que leur dossier devait être examiné de près par les préfectures. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà une surveillance importante sur les Ouïghours à l'étranger, ce qui est déjà quelque part inquiétant parce que ce sont des citoyens non chinois, c'est des citoyens canadiens, turcs. L'ambassadeur de Chine à Londres rejette la véracité de documents qui laisseraient entendre que la Chine a mis sur pied des camps d'internement. I'm telling you what the document, so-called document you're talking about is a pure fabrications. Don't listen to fake news. Don't listen to fabrications. Mais l'authenticité de ces documents a été confirmée par plusieurs experts. À des milliers de kilomètres de la Chine,
Un jeune diplômé de la faculté de droit de l'Université de la Colombie-Britannique a décidé de mener sa propre enquête pour dénombrer les mystérieux camps d'internement dans son pays d'origine. Armé d'un simple ordinateur portable, il a découvert sur des sites officiels chinois des appels d'offres liés à la construction des camps. Cet appel d'offres a été publié en avril 2017 et la construction de ce camp a commencé en mai 2017. On voit des miradors sur les images satellites. À partir des ombrages, on voit qu'il s'agit de miradors comme dans une prison. Il y en a 4 ici. Les images satellites révèlent aussi l'installation de clôtures et de barbelés. Il s'agit d'un vaste projet. Presque toutes les villes du Xinjiang ont un camp de ce genre. Il dit d'avoir trouvé jusqu'à maintenant environ une centaine de camps d'internement dont il publie les détails sur Internet, ce qui ne fait pas l'affaire des autorités chinoises. Ma recherche me met dans une situation très difficile, mais je me considère chanceux si je me compare à mes amis ouïghours. Je suis chinois de la majorité Han. Je ne risque pas ma vie en m'exprimant ici. La publication de preuves irréfutables, comme ces images satellites, ont forcé les autorités chinoises à changer leur discours et à admettre l'existence des camps. La Chine a même invité des journalistes et des experts étrangers à visiter quelques-uns des camps. En août dernier, l'historien canado-albanais Olsi Yazezi a participé à une de ces visites guidées. Il a tourné ses images avec son téléphone. Je suis allé à un terrain de sport et j'ai vu des garçons ouïghours en train de jouer. J'ai voulu les interviewer, mais on me l'a interdit. On leur montre des jeunes qui semblent s'amuser, mais en vérité, tout est soigneusement orchestré. Ils sont emmenés dans une classe où l'on enseigne le mandarin et les lois chinoises. Et là, on leur permet de poser quelques questions sous l'œil attentif des agents du gouvernement. Are you afraid of your teachers? Ils étaient toujours en train de regarder leurs profs pour s'assurer qu'ils répondaient correctement. J'ai enfin décidé de les questionner. Je leur ai demandé leur nom et pourquoi ils étaient là. What is her mistake? Why she ended up here? Ils voulaient qu'on propage une histoire fabriquée de toutes pièces auprès de la communauté internationale, selon laquelle il n'y a pas de camp de concentration en Chine, ni de persécution en raison de l'adhésion à l'islam ou de l'origine ethnique. En quelques clics révélateurs, Sean Zhang démontre l'absurdité de l'effort de propagande chinois dans un camp de Kashgar. Il a découvert que juste avant la visite des journalistes et des diplomates étrangers, les clôtures à mailles ont été remplacées par des terrains de basket-ball. Voici les images que la Chine souhaite montrer au reste de la planète, des images tournées par la BBC lors d'une visite guidée dans le même camp. Ces jeunes jouent sur un terrain de basket-ball qui était inexistant auparavant. Le discours officiel de la Chine est aussi contredit par des témoignages bouleversants de Ouïghours en exil qui disent avoir vécu l'enfer des camps. Zumrat Dawood dit avoir été interné et endoctriné pendant 3 mois. En classe, on nous parlait du Parti communiste. On nous disait que nous étions pervertis par l'islam, que c'était une maladie contagieuse venant de l'étranger. Saregoul Tsaoudbé, une musulmane de la minorité kazakh, dit avoir été emmenée de force dans un camp pour enseigner le mandarin aux détenus. Elle s'est confiée à nos collègues de la télévision publique suédoise SVT. Plusieurs personnes dormaient dans un mètre carré. Elles devaient dormir sur leur côté droit, sans bouger. Si elles bougeaient, on les punissait. Selon Saregoul, il y avait une pièce appelée la Chambre noire où elle a été battue. Elle dit que des détenus en sortaient parfois couverts de sang
avec les ongles arrachés. Il y avait une chaise avec des clous pointés vers le haut. Et aussi une autre chaise, une chaise noire, qu'ils appelaient la chaise du tigre. Elle infligeait des chocs électriques. Tous les soirs, nous pouvions entendre des gens crier. C'était comme si on les torturait. Selon Seragoul, les femmes internées étaient régulièrement agressées par les policiers. Un souvenir la hante, un viol qui aurait été commis devant les détenus. C'était horrifiant. Ils avaient rassemblé plus d'une centaine de personnes et ils ont pris une jeune femme dans la vingtaine. Les détenus, mariés ou célibataires, étaient sexuellement torturés tous les jours. On voyait de nos propres yeux des choses horrifiantes. Ce ne sont pas des êtres humains. Malgré la tension croissante à ce qui se passe au Xinjiang, la Chine semble malgré tout déterminée à poursuivre son programme de détention et d'assimilation forcée. Retour sur le plateau d'Objectif Monde. Pascal Boniface, merci d'être toujours avec nous. Et en direct de Vancouver, Frédéric Zalac, journaliste à Radio-Canada pour l'émission Enquête. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez tourné ce sujet en novembre au Canada et vous avez utilisé les images des télédiffuseurs partenaires du Consortium international des journalistes d'investigation, car c'est compliqué, c'est mission impossible de tourner au Xinjiang désormais. C'est extrêmement difficile de tourner au Xinjiang. D'ailleurs, les images qu'on voit de l'extérieur des camps ont été tournées à la dérobée par nos collègues de la BBC. Les images de l'intérieur, comme vous avez pu le voir, c'est seulement les camps modèles qu'on veut bien montrer à la communauté internationale. Donc, ça n'a rien à voir avec réellement la plupart des camps où ce sont des conditions qui se rapprochent beaucoup plus de prison. Alors, grâce au consortium international, on a pu ramasser des témoignages de Ouïghours en exil et échanger un peu le matériel. Et d'où l'importance aussi de ces documents-là, parce que ça nous montre, en fait, par les écrits même du régime, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, ce qu'on ne peut pas voir normalement. Pascal Boniface, la Chine, il faut savoir que c'est le pays le plus peuplé au monde, c'est un pays immense, constitué à 92% de Han, qui est l'ethnie, on va dire, les Chinois d'origine, l'ethnie majoritaire et l'ethnie qui était à la base de la Chine. Mais il y a aussi 55 minorités nationales. Pour le pouvoir chinois, c'est vraiment un gros sujet de préoccupation, cette question des minorités et d'éventuels mouvements séparatistes. Oui, ils ont une communication qui est assez efficace. Il y a une université des minorités. Les minorités sont censées avoir des droits spécifiques que n'aurait pas la majorité en termes d'éducation. Mais il y a deux minorités qui posent problème, les Ouïghours et les Tibétains. Parce que ce sont deux régions qui sont situées aux marges de l'Empire, dont Pékin a une peur bleue de la sécession. Et donc c'est pour cela que chez les Ouïghours et aussi au Tibet, il y a une politique de colonisation. On va envoyer des Han peupler aussi bien le Tibet que le Xinjiang pour modifier l'équilibre entre les populations et pour asseoir encore un peu plus le contrôle. Et comme ça a été dit dans le reportage, en plus, 50% du coton chinois est au Xinjiang, il y a aussi du pétrole. Donc c'est non seulement les marches de l'Empire, mais c'est aussi des régions où il y a beaucoup de matières premières. Frédéric Zalac, vous êtes Canadien et aujourd'hui, la crise diplomatique entre le Canada et la Chine est à son paroxysme dans l'affaire Huawei. Alors, cette affaire, c'est le Canada qui, à la demande des États-Unis, a dû lancer un mandat d'extradition et poursuivre Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei, pour fraude, ce à quoi la Chine a répondu en arrêtant 2 ressortissants canadiens en Chine. C'est un épineux dossier, c'est un énorme et très épineux dossier pour le gouvernement canadien, cette question-là? Oui, absolument. C'est probablement la plus grande crise diplomatique entre le Canada et la Chine, en fait, depuis les événements de Tiananmen. Parce que là, vous avez le Canada qui a, en fait, agi à la demande des États-Unis, la Chine qui a pris ces 2 Canadiens-là, et bon, on parle de
presque prise d'otage dans un sens. Et les conditions de détention le contraste est incroyable parce que Mme Wengzhou habite ici dans une résidence qui lui appartient de 15 millions de dollars, alors que les deux Canadiens sont dans des conditions horribles en Chine. Ils n'ont aucun contact avec des avocats ou quoi que ce soit. Alors pour le gouvernement canadien, c'est un peu difficile. Comment faire pour faire pression sur le gouvernement chinois pour que ces Canadiens-là puissent revenir, mais en même temps, en suivant l'état de droit ici, il y a eu des audiences reliées à cette extradition-là qui vont se poursuivre. Donc, on attend un jugement là-dessus, mais ça pourrait durer pendant des années encore. Et on se sent un peu pris entre les deux grandes puissances ici au Canada, et on est pris dans cette situation-là actuellement. Pascal Boniface, le Canada, il est totalement l'otage de la crise entre les États-Unis et Huawei, le règlement de compte. Ils sont coincés effectivement entre le puissant voisin américain, qui 80% des exportations du Canada vont aux États-Unis, donc c'est difficile de résister. Voilà. Et puis en même temps, la Chine veut montrer qu'on ne s'attaque pas à ses ressortissants ainsi, qu'il ne faut pas obéir aux États-Unis, prendre parti pour les États-Unis dans la querelle, dans le grand duel. Parce que le grand duel à venir stratégique, c'est bien le duel États-Unis-Chine, cette lutte pour la suprématie mondiale. Et les affaires commerciales ne sont qu'une partie de cela. Parce que ce qui est bien en ligne, c'est la première place de première puissance mondiale. Et donc le Canada, effectivement, pour le Canada, c'est un dommage collatéral de cette bataille entre deux éléphants qui se battent l'un contre l'autre. À propos de l'affaire Huawei, Pascal Boniface, on va regarder justement ce graphique, ce tableau. On voit que la Chine, c'est le prochain, c'est peut-être même déjà un géant du numérique. C'est ce qu'on voit sur ce graphique-là. Cette question de la 5G, on sait que d'autres pays comme Monaco, le Royaume-Uni l'ont déjà adapté. Le Canada va peut-être l'adapter, en tout cas, c'est un vrai débat. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de défiance vis-à-vis de Huawei? Est-ce que finalement, il y a une différence entre Huawei et Google? En fait, non. Je veux dire, les Américains qui disent « Attention, la Chine va vous écouter si vous ouvrez la porte à Huawei », je suis désolé, mais enfin, la NSA n'a pas arrêté d'écouter, y compris Mme Merkel, le président Hollande, etc. Donc, moi, je pense il y a Jeff Bezos aussi qui a été écouté, le patron d'Amazon, par les Saoudiens il n'y a pas longtemps. Et donc, en fait, nous, en tant qu'Européens, on n'a pas à prendre parti dans le duel entre Chine et États-Unis, on va avoir nos intérêts. Et on peut effectivement ouvrir la porte à Huawei. C'est pas parce que Trump et Washington est fâché avec Pékin et Huawei qu'on doit aveuglément suivre la voie américaine. Pour en revenir juste à ce reportage, est-ce que pour vous, si on en parlait plus différemment, est-ce que ça peut changer quelque chose au sort des minorités ouïghours? Est-ce que vraiment de crier partout... Il y a un silence coupable, c'est que même les pays musulmans ne protestent pas. Donc les pays européens, les pays occidentaux, mais même les pays musulmans ne protestent pas. Est-ce que le fait de protester changerait l'attitude de la Chine? Ce n'est pas certain. Donc on peut dire que oui, il y a un silence coupable. Non, il n'est pas certain qu'une voix un peu plus forte. Ceci étant, les Chinois sont quand même sensibles au phénomène d'opinion publique. Contrairement à une époque précédente, ils tiennent quand même à ne pas avoir une trop mauvaise réputation. Et sur les Ouïghours, en fait, leur politique est contre-productive. Parce que, finalement, je doute que l'on résolve les problèmes en emprisonnant 1 million de personnes. Et je crois qu'il se crée des problèmes pour demain. Merci Frédéric Zalac d'avoir été en direct pour nous de Vancouver. J'ai une dernière question pour vous, Pascal Boniface, avant de terminer cette émission. Le titre de cette émission, c'est « Jusqu'où ira la Chine ?» Jusqu'à la première place, les Chinois vous disent très fréquemment « Nous avons toujours été la première puissance mondiale, sauf au cours des 2 derniers siècles. » Et donc, les Chinois veulent reprendre la place qui était la leur avant les traités inégaux, avant la guerre de l'opium, avant que les Occidentaux ne viennent leur faire, et les Japonais, ne viennent leur faire toutes ces misères, sauf qu'ils seront à la première place dans un monde globalisé, alors qu'auparavant, ils étaient à la première place dans un monde non globalisé. Merci beaucoup, Pascal Boniface, d'avoir passé toute cette émission avec nous. Merci pour vos explications et pour vos éclaircissements. Voilà, c'est la fin de ce nouveau numéro d'Objectif Monde. Merci aux télévisions partenaires et aux reporters qui ont participé à cette émission. Merci aussi aux médias francophones publics pour leur soutien. Vous pourrez retrouver cette émission sur Twitter, sur la page Facebook de TV5 Monde, mais aussi sur le site internet de TV5 Monde. On se quitte en images, morceaux choisis de tous ces reportages. Et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro d'Objectif Monde. Si la Chine importe, c'est aussi parce qu'elle ne parvient pas à produire suffisamment pour sa population.
La deuxième puissance économique de la planète est devenue dépendante de l'extérieur pour son alimentation. Le bol de riz doit être maintenu fermement dans les mains des Chinois et doit être rempli avec de la nourriture chinoise. Une telle somme d'argent pour investir, on ne pouvait l'avoir d'autres pays, de l'Europe ou des États-Unis. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers la Chine, rien d'autre. Officiellement, il s'agit donc d'une simple coopération amicale. Dans les faits, la Chine y trouve largement son compte. Il ne faut, je pense, pas les craindre, mais il ne faut pas non plus être naïf. Et je dirais absolument comme dans toutes les relations commerciales, il s'agit d'une relation qui doit nécessairement être une relation de win-win. Nous voulons atteindre le même niveau de civilité que les pays développés. Bien sûr, nous avons posé la question qui dérange. Est-ce que c'est pas plutôt un moyen de contrôle des citoyens? Pourquoi vous appelez cela un contrôle? There's no so-called labor camps as you describe. La Chine nie catégoriquement mener une campagne de répression contre les membres de cette minorité ethnique. In Xinjiang, religious freedom is fully respected.